Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour accueillir, une fois n'est pas coutume, notre ami auteur, mais qui est là en tant que traducteur, Gérard Guerrier, pour le livre de Mirella Tanderini, Ernest Shackleton, le boss. Donc, Gérard, nous on le connaît bien à la maison, puisqu'il a quand même écrit pas mal de bouquins. Il a écrit Éloge de la peur. Attention au radiateur, ouais. Il vaut mieux avancer. Non, pas reculer, mais avancer plutôt. Ouais. Il a écrit Du courage, Éloge de la peur et Résister, son premier bouquin paru chez nous. Mais je vais tout de suite te donner la parole, Gérard, pour que tu nous dises pourquoi on est là ce soir avec ce livre et pourquoi toi. Alors, moi tout d'abord, j'adore traduire. Parce que je trouve que c'est un exercice impressionnant de rigueur, d'écriture, parce que c'est de l'écriture. Et puis c'est traduire un esprit, un style, une ambiance, etc. Et c'est compliqué. J'aime bien ce qui est compliqué. Voilà. Donc, initialement, il est écrit en italien, le livre. Ouais. Alors je traduis de l'anglais, allemand et italien, mais j'adore traduire l'italien en plus, parce que c'est une langue très fluide. Et alors, je pourrais passer ma vie à traduire, sauf que je ne traduis que les livres qui m'intéressent. Parce qu'on y passe quand même pas mal de temps, on vit avec le personnage et l'auteur. Et quand Isabelle Parent, donc des éditions Paulson, m'a proposé de traduire Ernest Shackleton, j'ai dit évidemment oui. Parce que, on va en parler, c'est un homme à part, qui aujourd'hui est présenté comme un héros, et je dirais même comme l'archétype du leader. Vous avez des écoles de management qui font des cours sur Shackleton. Et j'avais envie de révéler le véritable visage de Ernest Shackleton, qui est beaucoup plus contrasté que ce que l'on croit. Et puis c'était forcément en lien avec mon dernier bouquin qui s'appelle Du courage, où je m'interroge justement sur qu'est-ce que le courage, les héros sont-ils vraiment héroïques, etc., etc. Parce qu'évidemment, Shackleton est présenté par, je dirais, quasiment tout le monde, comme, encore une fois, l'archétype du leader, mais aussi de l'homme courageux. Donc ça m'intéressait de voir s'il remplissait mes cases du courage. Alors, on n'est pas là pour parler du courage, encore que. Mais dans ce bouquin, j'explique en fait que les racines du courage, vous avez 4 piliers du courage. Et ça, je dirais, c'est la synthèse un peu de 2000 ans de philosophie, ou même plus, puisque ça remonte en gros à Homère et Platon, donc c'est bien plus que 2000 ans. Mais en gros, il y a 4 piliers du courage. Le premier pilier, c'est la lucidité. Il n'y a pas de courage sans lucidité. Les fous ne sont pas courageux, ils sont juste fous. La deuxième pilier, on en reparlera pour Shackleton, c'est la persévérance. Et alors là, il est persévérant. Alors là, je dirais qu'on est en plein dedans. Ouais. Le troisième pilier, c'est l'élan. Alors l'élan, ça c'est la chose la plus mystérieuse dans le courage. On pourra en discuter si ça vous intéresse. Et le quatrième pilier, c'est le noble objectif. Donc ce qui m'intéressait, c'était de savoir si Shackleton cochait vraiment les 4 cases. Alors je ne vais pas répondre tout de suite, parce que bon, faut qu'on en discute. Il y a encore une siège derrière le canapé, si jamais il en manque là. Excuse-moi, je te coupe. Je t'en prie. Et on va voir que c'est pas évident. Et en sachant que c'est très difficile, voire impossible, de juger du courage de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas vraiment ses objectifs. Et ne connaissant pas ses compétences, c'est très difficile de juger de son degré de lucidité. Etc., etc. On en reparlera, mais voilà pourquoi j'ai voulu traduire ce livre de Et surtout qu'on connaît bien Shackleton pour l'endurance, l'Odyssée de l'endurance qu'il a écrit et qu'on a publié aussi, que vous avez dû voir dans nos éditions. Enfin là en ce moment il est en rupture, alors j'en parle pas trop, mais il va ressortir en texte et image. Mais on ne connaît pas vraiment sa vie. On connaît juste cette épopée-là qui n'est pas la seule qu'il ait eue. Et justement, si on veut avoir le véritable visage de Shackleton, il faut sortir un peu de l'Odyssée de l'endurance qui est connue par tout le monde. On en dira quand même quelques mots, évidemment.
mais je pense qu'effectivement, il faut sortir de l'endurance et regarder ses autres expéditions et aussi son rapport avec la société britannique. Je vais commencer. Donc on peut déjà dire qu'il naît en quelle année ? 1874. Voilà. D'origine anglaise et protestant, il est né à Kilkea en Irlande, un étranger sur une terre irlandaise. Quand son père, un médecin, déménagea à Londres, il redevint un étranger car né en Irlande. Mais plutôt que de nourrir des ressentiments, le garçon d'une nature extravertie et portée vers les autres sut transformer ce qui aurait pu être une tare en une particularité, presque une supériorité, que ses camarades acceptaient volontiers, tant son charisme était fort. Ce don avait sans doute été forgé par sa situation familiale, un frère cadet et 8 sœurs. Sans compter une ribambelle de tantes et de cousines qui s'immisçaient dans le ménage depuis qu'une maladie avait rendu sa mère pratiquement invalide. Ernest aurait pu succomber sous le poids de cette présence féminine s'il n'avait pratiqué l'art délicat d'imposer sa volonté à ses interlocutrices en leur faisant croire que ses décisions étaient les leurs. Pour cela, il usait de sa voix charmeuse et de sourires bien placés. Ses sœurs l'adoraient et ceux qui voyagèrent avec lui eurent toujours beaucoup d'affection pour lui. Leurs témoignages concordent pour le présenter comme une personne aimable. À 16 ans, il interrompit ses études pour embarquer sur un navire. Son père, qui avait rêvé pour lui d'une carrière d'officier de marine sans avoir les moyens de l'envoyer à l'académie de la Navy, soutient sa décision. Ernest commença son apprentissage comme mousse, un moule traditionnel pour de nombreux personnages de renom, mais un apprentissage sans concession. Dès ses premiers voyages, il fit l'expérience des tempêtes, en ralliant et en contournant le Cap Horn. Il apprit à manœuvrer les voiles, à travailler dans la salle des machines et progressa peu à peu au sein de la hiérarchie. À 24 ans, il obtint son brevet d'aptitude qui l'autorisait à commander un navire marchand sur toutes les mers du globe. Mais au vu de son jeune âge, les offres d'embarquement ne se bousculaient pas. Et puis Jacques commençait à se lasser de ses longues traversées à bord de gros navires marchands. Grâce à un ami, il obtint un poste de 3e officier sur un vapeur de l'Union Castle Line qui faisait la liaison entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. À l'orée de la guerre des Boers, la compagnie offrait ses navires pour transporter les troupes britanniques et c'est ainsi que Shackleton se lia d'amitié avec un lieutenant de l'armée de terre, Cédric Longstaff, apprenant que son père était l'un des donateurs les plus importants de l'expédition Discovery. Ernest lui demanda de le présenter comme candidat. Alors, ce passage est intéressant parce que son père, en fait, n'était pas médecin à la base, c'était un gentleman farmer d'Irlande. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des mauvaises récoltes, etc. Mais il s'est retrouvé acculé, etc. Et il est rentré, puisqu'il était protestant, il est rentré à Londres, où il a entrepris des études de médecine à l'âge de 40 ans. Ce qui, quand même, c'est courageux. Merci. non, mais donc, on voit un peu le modèle pour Shackleton. Il n'est pas né de nulle part. Et rien n'est impossible. Le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il a 7 sœurs, ou 6 sœurs. 8 sœurs. Ouais. Enfin, il en a assez. Et on peut vraiment dire que Shackleton, dès sa jeune enfance, c'est un homme à femme. Et puis c'est l'art de la négociation. L'art de la négociation, et puis encore une fois, l'art de la séduction, c'est un homme à femme, c'est un séducteur, etc., c'est un charmeur. On en reparlera plus tard, je pense. Et le troisième point, quand il rencontre le jeune Longstaff sur le navire qui fait la liaison pour la guerre des Boers, en fait, c'est aussi un opportuniste. Et c'est marrant parce que dans ses mémoires, etc., il va magnifier son histoire. Il va dire, moi j'ai été passionné, tout de suite j'ai été passionné par l'Antarctique, par les pôles, etc. C'est pas vrai du tout. En fait, je sais pas si on en parle à un moment de sa bibliothèque. On en parlera. On en parlera. Non, mais on peut le dire. Tu peux le dire, c'est pas un souci. Mais quand il va faire sa première expédition, l'expédition Discovery avec Scott, son meilleur ennemi, en fait, il est chargé de la logistique et il est aussi chargé de l'amusement à bord. Donc, il va organiser des troupes de théâtre, etc. Et c'est lui qui est en charge de la bibliothèque. Et dans la bibliothèque, il n'y a pas un seul livre sur l'exploration polaire. Donc, vous voyez, donc c'est venu un peu plus tard. Alors, pourquoi
Je ne sais pas si on y répond maintenant, mais peut-être on va y répondre. Posons-nous la question, pourquoi s'est-il intéressé, pourquoi a-t-il demandé à Longstaff de participer à l'opération Discovery? Explique qu'est-ce que c'est que l'opération Discovery. Enfin bon, moi je sais pas, tu en parles après, non? Je lis le départ. Vas-y. Le matin du 30 juillet 1901, l'évêque de la cathédrale Saint-Paul célébra une messe sur le pont du navire où se pressaient personnalités, parents et amis, alors qu'une centaine de curieux s'agglutinaient sur les quais. Le Discovery fit escale à Cowes, où se déroulent les fameuses régates. Le roi Édouard VII, accompagné de la reine Alexandra et de la princesse Victoria, monta à bord, suivi par de nombreux lords et ladies. Il félicita les membres de l'expédition et visita le Trois-Mâts. Après un au revoir cordial et informel, le roi remit à Scott, de manière tout à fait inattendue, la médaille d'or du 4e classe de la reine Victoria. C'était la première fois qu'un explorateur était ainsi reconnu avant même d'avoir accompli sa mission. Sir Clément Markham était aux anges. Depuis James Clark Ross, 60 ans auparavant, pas une expédition polaire n'avait été traitée avec autant d'honneur. À vrai dire, les Britanniques, traumatisés par la disparition de l'Erebus et du Terror, n'avaient plus lancé d'expédition polaire d'envergure. L'exploration de l'Antarctique avait elle-même marqué le pas. Oui, alors c'est intéressant ça. C'est effectivement l'expédition Discovery, c'est la première grande expédition nationale britannique depuis la catastrophe de l'Erebus et du Terror. Alors qu'est-ce que c'était l'Erebus et le Terror? C'était deux magnifiques navires qui ont été affrétés par la Royal Navy, avec à peu près 140 personnes à bord quand même. Et leur but, c'était, on est en 1845, c'était d'explorer ou de forcer le passage du Nord-Ouest, le fameux passage du Nord-Ouest entre l'Atlantique et le Pacifique, en passant par le nord du Canada. Et en fait, ces deux navires ont disparu corps et âme. Et pendant... Il y a eu combien de morts? Plus de 200 morts. Hein. Ouais, enfin, je crois que c'est 140... Enfin, bon, moi, il me semble 200. Ouais. Peut-être 200. Ouais. Enfin bref, c'était une catastrophe totale. C'était Sir John Franklin, etc. Et donc l'Angleterre était complètement... Et la Navy était complètement traumatisée par ça. Et donc le Discovery, l'expédition Discovery, c'est la première grande expédition depuis l'Erebus et le Terror. Et évidemment, alors elle est financée par le gouvernement, par la Royal Society, par la British Navy, et donc c'est ce fameux Sir Clements Markham qui est le patron de la Royal Society, l'équivalent de l'Académie des sciences, et en fait il va confier le commandement de cette expédition à un tout jeune officier, il a je crois 34 ans ou quelque chose comme ça, Robert Falcon Scott, qui n'a absolument aucune compétence polaire. Ah, il n'est jamais allé en Antarctique, jamais allé en Arctique, il ne sait pas skier. C'est un commandant de navire classique. Et alors c'est drôle parce que moi je me suis amusé à lire les gazettes de l'époque, et il disait qu'en fait sa jeunesse et son inexpérience sont un atout pour l'expédition. Ça lui permettra de regarder les choses avec des yeux neufs. Bon. Et alors, notre Ernest... il va demander effectivement au fils de Longstaff de le prendre. Il va être pris comme 3e officier à bord du Discovery. Et alors, on revient à la question, pourquoi il a demandé cet embarquement? Attends, je vais te répondre. Tu vas répondre, merci. L'une des motivations d'Ernest Shackleton en partant à l'aventure était sans nul doute le rêve de revenir couvert de gloire, et même richissime, afin de se présenter en cravate devant le père d'Emily Dorman, un avocat prospère qui avait bien des projets pour l'avenir de sa fille, et de demander la main de cette dernière. Ernest connaissait Emily depuis l'adolescence et malgré quelques différences d'âge, elle avait 6 ans de plus que lui, il était bien décidé à l'épouser. Son plan n'avait pas fonctionné exactement comme il l'avait souhaité, mais lorsqu'il revint en Angleterre, le père d'Emily était mort et le frère aîné de la jeune femme, devenu le chef de famille, ne fit pas d'objection. Shackleton avait démissionné de son poste d'officier de la Royal Navy et n'avait aucune intention de retourner à la marine marchande. Après, bon, enfin, on va peut-être développer, parce qu'après il a fait plein d'autres choses. Non, mais ce qui est intéressant, il faut bien comprendre que Shackleton, c'est un roturier. Il vient de la base. Ouais, il vient de la base. Il n'a jamais pu rentrer à l'école des cadets de la Royal Navy parce que son père n'avait pas les moyens.
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans l'école marchande. L'école de la marine marchande, et puis il a fait son apprentissage, etc. Effectivement, à 24 ans, il est capitaine au long cours. Mais il faut se reporter un peu à l'Angleterre édouardienne, puisque c'est encore le roi Édouard qui est là. C'était une société très segmentée. Et quand vous étiez officier de la Royal Navy, eh bien, c'est pas comme si vous étiez officier de la marine marchande. Pour vous donner une idée, sur les bateaux britanniques, et d'ailleurs sur la Royale française, il y avait 4 messes. Le mess des officiers supérieurs, le mess des officiers, le mess des sous-officiers, le mess des hommes du rang. Alors qu'évidemment, dans la marine marchande, il y avait un seul mess. Et donc, il va y avoir un véritable choc des cultures entre Scott et Shackleton. Ouais, complètement. Mais après, en fait, à son retour... Enfin, on va parler un peu du Discovery. Non, mais c'est vrai que dans le livre, c'est un peu mélangé. Alors, du coup, non, mais vas-y, on peut parler du Discovery. Ouais. Alors donc, cette expédition, c'est une expédition... Il faut bien comprendre que les gens ne partaient pas pour 6 mois là-bas. Quand on part en Antarctique, plusieurs années, si on veut faire de l'exploration, il faut au minimum un hivernage, puisqu'on arrive en hiver, et on part au printemps. Donc au minimum, c'est 1 an, et plutôt 18 mois. Donc le Discovery arrive en mer de Ross, on pourrait développer, mais bon, ils établissent un camp, et l'objectif c'est d'explorer. Et en fait, Scott va partir avec Shackleton et un autre qui s'appelle Wilson, un médecin de bord, et ils vont partir, alors comment? Avec des chiens? Je crois pas, je me rappelle pas, avec des chevaux. Des chevaux en Antarctique, c'est quand même pas génial, parce que bon, vous voyez bien les conditions de neige. Quand la neige est dure, il n'y a pas de problème. Quand vous avez 30 cm de neige, les chevaux, ils n'aiment pas trop. Donc ils se sont vite heurtés à ce problème. Les chevaux meurent, ils continuent à pied. Et puis à l'époque, le scorbut était quelque chose qui n'était pas encore bien compris. On pensait qu'avec du jus d'orange, etc., ça permettait de passer le scorbut. Sauf qu'il faut du jus d'orange frais. Et en fait, la meilleure défense contre le scorbut, c'est de manger de la viande de phoque fraîche. Crue. Si vous la cuisez, ça ne marche plus. Ne sachant pas cela, eh bien, Shackleton a été très très malade. Mais il n'a pas fini d'ailleurs l'expédition. Il n'a pas fini, et donc en fait Wilson et Scott, alors il y a débat. Alors eux ils disent oui, on a traîné Shackleton, il n'en pouvait plus. Donc Shackleton il a dit non, pas du tout, j'ai marché jusqu'au bout. Ça, il y a un mystère là-dessus. Toujours est-il qu'ils arrivent à leur camp de base, ils retournent à leur camp de base. Là il y a un navire qui vient les ravitailler, et Scott renvoie Shackleton en Angleterre. Et ça a été une blessure incroyable. Il en a voulu à vie à Scott. Parce qu'il pense que Scott, en fait, il voulait la gloire pour lui tout seul. Ça, encore une fois, un mystère. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il rentre en Angleterre. Et 1 an après, Scott rentre, parce qu'il repasse un hivernage, parce que Scott, en fait, il accumulait aussi les bêtises. Son Discovery, il l'a fait coincer dans les glaces, et en fait ils ont dû passer 2 hivers dans la mer de Ross, et ils ont été sauvés in extremis par des navires anglais qui sont venus les chercher, notamment, alors je ne me rappelle plus le nom, mais il me semble bien qu'il y avait déjà le Terra Nova. Mais bon. Oui. Donc voilà. Mais entre-temps, Shackleton, quand il est rentré... alors Shackleton, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'est lancé dans le business, mais il a fait plein de business différents. Ouais, alors c'est pas encore un héros, parce que bon, ils n'ont pas fait grand-chose, entre guillemets. Alors il rentre, il va commencer par faire un petit boulot de journaliste, ça paye pas beaucoup, heureusement sa femme est riche, quand même, oui. Ça aide, et ça l'a beaucoup aidé toute sa vie. Finalement, il monte à Glasgow où il prend le poste de secrétaire de la Royal Society of Scotland. Geographical Society. Pour un type ambitieux comme lui, c'était pas génial quand même, mais ça lui permettait de faire des connaissances, etc. Puis il adore le business. Donc en 1905, il va essayer de monter une société pour
récupérer. Alors, en 1905, c'est la guerre russo-japonaise. Et en fait, il imagine une société pour aller récupérer les soldats russes à Vladivostok et les ramener à Mourmansk. Ou quelque chose comme ça. Bon, ça ne marche pas, c'est une catastrophe. Après, il est toujours très branché avec les Russes. Il imagine... alors, qu'est-ce qu'il avait fait ? Courtier en bourse. Oui, alors courtier en bourse, mais aussi avec des cigares. Il voulait dealer avec des cigares russes, un truc comme ça. Ça marchait, à chaque fois, ça foirait complet. Il a fait de la politique aussi. Ouais, ça foirait aussi. Ouais. Il est arrivé 4e sur 5 aux élections locales. Libéral, ouais. Pas génial. Pourtant, paraît-il qu'il était très bon orateur. Donc, comme quoi, ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Ah oui, quand même, à la fin. Mais alors bon. Donc, si, on va en parler parce qu'il va quand même réussir à partir. Pourquoi ? Parce qu'il réussit à séduire un sir, un très gros industriel écossais qui est dans la fonderie, qui s'appelle Birdmore, qui est devenu Sir Invermain, je crois. Et vous allez voir, là on voit bien tout Shackleton. Donc il va séduire Birdmore, et Birdmore, qui était quand même un gars pas idiot, il lui dit, écoute, moi je te donne pas d'argent, mais je garantis jusqu'à hauteur de 7000 livres, ce qui doit à peu près correspondre à 300 000 euros, quelque chose comme ça, tout prêt que tu ferais auprès d'autres personnes. Bon, c'est déjà pas mal, c'est un début. Il lui donne aussi un petit salaire pour travailler dans sa boîte. Et puis Shackleton en profite pour séduire sa femme, Lady Birdmore. Oui, il est fort pour ça. Donc c'était pas très cool. Bon, l'autre, il avait les yeux bleus, il n'a rien vu pendant un moment. Et il a continué à supporter son ami Shackleton. Mais de fil en aiguille, il a réussi à monter son expédition, qui s'appelle l'expédition Nimrod. Donc là, ça nous amène en 1908-1909. Hein, il s'est quand même passé quelques temps entre 1902, etc. 1907. Ouais. Et donc, le bateau s'appelle Nimrod. Et une expédition qui est privée, quoi, en fait. C'est la première expédition privée, en fait. Il n'y a plus d'État derrière, il n'y a plus personne. Ben non, parce que Markham, il faut bien comprendre que le gars de la Royal Society, son poulain, c'était Scott. Donc il ne parlait que par Scott. Et évidemment, financer Shackleton, c'était financer le concurrent de Scott. Donc, hands off. Robert Scott réagit très mal en apprenant qu'une expédition britannique s'apprêtait à partir pour l'Antarctique avant lui. Car depuis son retour, il ne pensait qu'à y retourner le plus tôt possible. Hélas, son protecteur, Clement Markham, avait quitté la présidence de la Royal Geographical Society, qui n'avait plus les moyens ou la volonté de financer de nouveaux projets polaires. Quant au gouvernement, il ne souhaitait plus se lancer dans une opération coûteuse et hasardeuse. Scott était furieux. Shackleton, c'était sûr, avait profité de cette valse hésitation pour lancer sa propre expédition. Il annonça en public qu'il avait des droits exclusifs sur la mer de Ross, puisqu'il avait exploré le premier cette région. Évidemment, cette revendication ne reposait sur aucune base légale, ni même morale, puisque Shackleton avait personnellement participé à cette même exploration et permis d'identifier la voie d'accès vers le pôle. Mais la polémique, dégénérant en rumeurs malfaisantes, menaçait de corrompre un départ pacifique du Nimrod. Finalement, un accord fut trouvé grâce à l'intermédiaire d'Edward Wilson. Shackleton aurait le droit de rentrer dans la mer de Ross à condition de conserver à Scott le droit exclusif d'utiliser le détroit de McMurdo et l'île de Ross à l'ouest du 170e méridien est. L'argument décisif qui fit accepter à Shackleton ce contrat scabreux fut avancé par Albert Armitage, son vieux compagnon du Discovery. En partant avec les traîneaux depuis la grande barrière de Ross, il était possible de raccourcir d'au moins 5 miles la route menant au pôle. 4 années plus tard, Amundsen en ferait son point de départ lors de sa course irrésistible vers le pôle sud. Alors, il faut comprendre qu'il faut avoir une idée un peu de la topographie. En fait, l'île de Ross, c'est une île. Et puis, juste à côté, il y a le continent. Et c'est un continent qui est abordable. Par contre, la baie des Baleines, vous avez la banquise
qui occupe la baie des Baleines, et vous avez en fait un mur de glace qui peut faire 30-40 mètres de haut, etc. Donc c'est très difficile d'aborder suivant les conditions de gaz. Et on ne comprend pas pourquoi Shackleton a accepté un peu les conditions de Scott. Scott disait mais ça, l'île de Ross, c'est à moi. Mais c'est fou ça, en plus c'est quand même la même nationalité quoi. Absolument. Enfin, ça aurait été un étranger. On ne comprend pas pourquoi il acceptait ça. Comme quoi, il pouvait aussi avoir ses faiblesses. Oui. Alors est-ce que c'est pour éventuellement parce qu'il pensait pouvoir avoir un financement de la Royal Society? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il arrive sur la baie des Baleines et puis boum, là il a un mur de glace. Évidemment, il ne peut pas débarquer et la seule chose à faire, parce qu'il faut quand même se dépêcher, il n'a pas beaucoup de charbon, parce que bon, il faudrait raconter tout ça aussi. Et donc, il revient sur la baie de McMurdo et il établit un camp, alors un peu plus loin, etc. Donc évidemment, Scott sera furieux, mais bon, c'est son problème. Ils ne sont pas très nombreux d'ailleurs à partir sur le Nimrod, enfin à s'établir. Oui, c'est une petite expédition, mais une expédition qui va connaître le succès. Oui. Ouais, enfin, là, je te dirai un passage. Shackleton n'avait pas prévu d'hiberner à bord du Nimrod, parce que souvent, des fois, ils hibernaient sur le bateau. Le navire repartirait aussitôt après avoir débarqué le petit groupe d'hommes qui devrait se contenter d'un abri préfabriqué, plus exigu encore, où officiers, scientifiques et matelots vivraient et travailleraient ensemble coude à coude. Pendant l'hiver, ils s'attelleraient à parfaire la préparation et à relever diverses mesures scientifiques. Au printemps austral, ils devraient se séparer en 3 équipes pour accomplir diverses missions d'exploration, y compris la localisation et la conquête du pôle Sud. Shackleton l'avait précisé, je ne veux pas sacrifier les missions scientifiques à l'objectif purement sportif. Je dois cependant être franc, je ferai tout ce qui est possible pour atteindre le pôle Sud géographique. Il était ainsi essentiel de choisir des compagnons de voyage compatibles, capables non seulement d'aller jusqu'au bout de leur mission, mais aussi de cohabiter. Le succès d'une expédition polaire dépend en grande partie de la valeur de chaque homme, écrivit Shackleton. Chacun doit être parfaitement compétent dans sa fonction et avoir une bonne résistance au climat. Tous doivent avoir un caractère accommodant pour que la concorde règne au sein de la petite communauté. Et cela n'est pas très facile, car les esprits aventureux qui osent se lancer à la conquête de ces régions vierges sont habituellement dotés d'une forte personnalité. Ouais, alors s'il avait une qualité, il en avait évidemment, c'était la capacité à tenir ses hommes. Alors ça, c'est un mélange de séduction, d'autorité, de leadership, comme on dit. Il avait certainement cette qualité. La lucidité, j'en suis moins sûr, on revient aux 4 piliers du courage. Parce que, par exemple, il va amener l'ancêtre du skidoo. Hein, on imagine, on est en 1910. Hein. Une voiture, d'ailleurs, qui était construite par Birdmore, par une marque que Birdmore avait rachetée. Ça va marcher, mais pas terrible quand même, globalement. Ensuite, il compte avoir sur les chevaux, toujours sur les poneys, chevaux. Des poneys, enfin c'est des poneys de Mandchourie, c'est pas des chevaux yakoutes, c'est comme ça, mais... Et il va quand même emmener des chiens, mais sans y croire. Et puis, il va surtout pas apprendre à skier, quoi. Par contre, il va quand même emmener une bibliothèque où il y aura tous les bons bouquins, il les aura lus. Hein. Ouais, clairement. Puis alors, c'est drôle parce que pendant leur hivernage, ils vont créer un livre. Alors ça, c'est assez fabuleux. Ouais. Ça, si jamais vous tombez un jour sur un livre comme ça, allez le voir. Donc, il avait un illustrateur, il avait amené un dessinateur, je crois qu'il s'appelait Marston, il me semble. Et tous les soirs, celui-là, il imprimait avec ses copains, ils imprimaient des pages et ils ont écrit le livre de leur expédition. Et les couvertures de ces livres, c'était en fait le bois des caisses. Et donc, en fait, aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 18 livres qui sont encore, qui existent encore. Et ils sont connus par ce qu'il y a d'inscrits sur les caisses. Par exemple, sucre, ananas, etc. Donc, non, puis ce qu'il y a d'incroyable, c'est que dans cette cabane aussi, enfin c'est une toute petite cabane exiguë, ils sont pas tellement nombreux, ils sont pas 12 ou 13 là-dedans. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Et en fait, tout le monde est mélangé, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde a une tâche, tout le monde fait quelque chose. Alors que Scott, il avait, dans l'expédition Discovery, il avait le mess officier et puis il avait la maison du tout venant, quoi. Vous voyez un peu la différence de style, quoi. Et son expédition Nimrod, globalement, va pas trop mal marcher malgré toutes ses erreurs. Alors il y a plusieurs succès.
Le premier succès, c'est que pour la première fois, il va découvrir le chemin vers le pôle Nord. Alors pourquoi ? Il faut comprendre que l'Antarctique, donc, c'est un continent. Donc en dessous, il y a de la terre, enfin de la roche en tout cas, et au-dessus, il y a une énorme calotte glaciaire. Mais en fait, ce continent, il n'est pas à 0 mètre. Donc la terre, elle monte. C'est pour ça que vous avez des montagnes à 4000 mètres en Antarctique. Et en fait, pour aller au pôle Nord depuis la barrière de Ross ou depuis l'île de Ross, il faut monter sur un glacier que très élégamment Shackleton a appelé glacier Birdmore, du nom de sa maîtresse ou du mari de sa maîtresse. Et il va réussir avec son équipe à monter sur le glacier malgré les crevasses et malgré quand même les 3000 mètres de dénivelé. Donc c'est pas rien, quoi. Donc premier succès. Deuxième succès, c'est la première fois qu'ils font l'ascension de l'Erebus. Là, je peux le lire. L'Erebus avait été découvert par James Clark Ross en 1841 lors de sa longue expédition antarctique à la recherche du pôle magnétique à bord de l'Erebus et du Terror. Des bâtiments de guerre dont les noms devaient susciter l'effroi à ses ennemis. Leurs coques et leurs ponts renforcés pour y installer des mortiers les rendaient quasi invulnérables. De taille réduite, bien manœuvrables, ils pouvaient naviguer avec agilité dans le dédale glaciaire. L'Erebus et le Terror, dotés d'une propulsion à vapeur, une véritable innovation dans l'exploration polaire, faisaient la fierté de la Royal Navy. Ross avait pénétré dans le détroit du McMurdo jusqu'à l'île qui allait porter son nom et pris formellement possession des terres visibles au nom de la reine Victoria. L'Erebus, toujours en activité, crachait du feu quand Ross le vit pour la première fois. En 1843, les navires ramenèrent en Angleterre un homme auréolé de ses explorations antarctiques. Shackleton choisit 2 géologues, Douglas Mawson et Edgeworth David et le médecin Alistair Forbes Macquay. L'équipe de soutien était composée de l'officier John Boyd Adams, qui avait la responsabilité du groupe, Eric Marshall et Philip Blockhurst, le robuste baronnet au tempérament de pionnier. Aucun n'avait une quelconque expérience polaire ou montagnarde. Faut le faire déjà. Les 6 partirent donc en tirant et en poussant un traîneau lourdement chargé sur les pentes de la Black Door, aidés par leurs camarades qui les accompagnèrent pendant quelques heures avant de faire demi-tour vers le camp. Ils avaient revêtu leur tenue polaire et portaient leurs bottes fourrées, mais seule la moitié des hommes de l'équipe avaient bricolé des crampons à 7 pointes qu'ils avaient attachés à leurs semelles de cuir à l'aide de sangles. Sur leur traîneau, long de 3,60 m, ils avaient empilé des vifs, des cordes, des piolets rudimentaires, 2 tentes avec des montants en bambou, 2 sacs de couchage en peau de renne pour 3 personnes chacun, une casserole pour faire fondre la neige, des lampes et des réchauds Primus à pétrole, à la mode Nansen, avec suffisamment de combustible. Le tout pesait 500 kilos. La fatigue se fit sentir dès que la pente commençait à raidir. Il fallait circuler entre de longs alignements formés par le vent et pétrifiés par le gel. Quand la pente était lisse, les choses ne s'amélioraient pas pour autant, car privés de crampons, les hommes glissaient en permanence. Ils étaient pourtant avantagés par rapport à ceux du Discovery 6 ans auparavant. Le camp de Cap Royds était bien plus proche de la montagne. Les gars de Scott, dont James et Wild, avaient d'ailleurs renoncé lors de l'approche à 1500 mètres après avoir buté contre des crevasses infranchissables pour leur traîneau. Et donc ça, ils vont y arriver en 6 jours. Oh, un peu moins même. C'est hallucinant quand même. Ouais. Non, mais avec le retour. Ah ouais. Parce que bon, le sommet... On fait des commentaires ou on attend la fin? Plutôt la fin. Comme vous voulez. Mais si c'est non, court... parce qu'à ce stade, vous avez dit c'est un petit succès qu'il a eu le Nimrod, mais moi j'avais fait l'idée qu'après ça ne devait pas être un succès parce qu'il y avait... Ah si, celui-là si. Essayer d'arriver à Pôle Nord. Alors on va y arriver. On va y arriver. Donc, non, ça c'est un succès. Il y a plusieurs succès sur l'expédition Nimrod. Il y a la découverte du pôle magnétique. C'était quand même c'était l'objectif par exemple de l'expédition Ross. Il y a l'ascension de l'Erebus et surtout c'est le point further south, comme disent les Anglais, le point le plus au sud. Et là ils vont exploser les records. Ils vont monter sur le glacier Birdmore et ça déjà c'est un exploit. Et ensuite effectivement après c'est tout plat. Et donc, ils vont arriver jusqu'à 100 000, 180 km du pôle. C'est rien. Et il leur manquait quoi? Il leur manquait un peu de nourriture. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, c'était
C'est pas comme Mike Horn où on avait la poulka, le kitesurf, etc. À l'époque, en fait, on posait des dépôts de vivres. Alors, on y allait à 12, le premier dépôt, ensuite à 8, le deuxième, troisième, quatrième dépôt, 4, etc. On faisait des dépôts de vivres autant qu'on pouvait. Puis après, vogue la galère. Et donc, c'était quand même... Donc, quand ils sont rentrés en Angleterre, c'était des véritables héros, et Shackleton a été anobli par le roi d'Angleterre, Édouard VII. Donc, ce qui est quand même pas mal. Donc, déjà, lui, ça commençait à venir, quoi. Et en plus, je crois que la Royal Navy ou le gouvernement anglais a accepté de prendre la moitié des dettes. Parce qu'il faut comprendre que ces expéditions, ça coûtait à peu près de l'ordre de 1 à 2 millions d'euros. C'est de cet ordre-là. Donc ça coûtait quand même un peu cher. Parce que 12 hommes, il faut les salarier, hein, ils n'y vont pas gratuitement. Hein. Et d'ailleurs, un des problèmes de Shackleton, c'est que souvent, il ne les payait pas, ces gars. Donc, Ouais. Mais c'est vrai que ça a été un vrai. Quand il donc voilà, et il revient de l'expédition Nimrod et c'est un héros. Et alors là, il est heureux. Et d'ailleurs, il va prendre une nouvelle maîtresse. Mais non, ça c'est des détails. Une actrice américaine. C'est des détails que tu aimes bien. Non, ça. mais c'est des détails que j'aime bien parce que ça montre aussi l'autre face de Shackleton. Ouais. En fait, il va monter de niveau. Mais surtout, il va prendre comme maîtresse une actrice américaine qui habite dans les quartiers chics de Londres. Ça, il aime bien. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'à un moment donné, il a compris qu'il fallait faire demi-tour aussi à un moment donné pour sauver son équipage, enfin sauver tout le monde. Ouais. Donc ça a été une lourde décision pour lui. Mais il écrit à sa femme, j'ai pensé que vous préfériez un âne vivant qu'un lion mort. Ouais, je trouve ça superbe. Ouais. Un âne vivant qu'un lion mort. Là, il fait preuve de lucidité. C'est chouette. Ouais. Et puis il n'y a pas que sa peau qui sauve, c'est la peau de tout le monde. Ce qu'il y a de drôle, il faut lire le bouquin et connaître l'histoire, mais ils rentrent à 3, mais ils sont carbonisés, évidemment. Hein. Ils sont malades, ils n'ont plus rien à manger. Il y en a un qui est à moitié mourant, etc. Donc il va en laisser un, etc. Il va dire on va aller chercher du secours. Ils arrivent au camp de base où devait les attendre le bateau. Et évidemment, il n'y a personne. Vous imaginez. Et en fait, Shackleton, il est proche du désespoir complet parce qu'ils vont crever, quoi. Hein. Et en fait, le bateau était juste allé dans la rade à côté, mais il était prêt à partir. Alors, ils font un feu avec le bois qu'ils trouvent, le bateau voit la fumée, et arrive et ils sont sauvés, quoi. Donc, c'est vraiment des aventures incroyables. Ouais. Voilà, justement. Le 23 mars, le Nimrod ralliant l'île Stewart, aussitôt les télégrammes annonçant le succès de l'expédition partirent pour l'Angleterre. Un succès, mais oui, Shackleton s'ingénia à transformer ce demi-échec en franche réussite. Après tout, l'expédition pouvait se vanter d'avoir établi un nouveau record de proximité du pôle Sud. On pouvait aussi compter la première ascension d'une montagne du continent antarctique, l'annexion à la couronne de vastes étendues et d'innombrables données scientifiques. De fait, pendant que Shackleton et ses compagnons luttaient pour rentrer à la base vivants et dans les temps pour ne pas être abandonnés par le Nimrod, les deux autres équipes avaient pleinement accompli leur mission, en particulier l'équipe dirigée par le professeur David, qui avait rejoint le pôle magnétique et calculé son exacte position après une série de mesures avec le théodolite et de multiples réglages pour compenser les oscillations de l'axe de la boussole. À 72 degrés 25 de latitude sud et 156 degrés 16 de longitude est, un résultat important. Oui, parce que c'est important de bien comprendre que le pôle magnétique est très éloigné du pôle géographique. Enfin, assez éloigné, on va dire. Et en plus, il bouge tout le temps. Mais Shackleton savait que bien que ce pôle magnétique comptait peu par rapport au pôle géographique, le seul et unique pôle, il se préparait donc à lutter becs et ongles pour transformer son renoncement en succès. Cet abandon décidé dans la douleur lui avait coûté plus que toute autre décision dans sa vie. Ouais. Donc, et ce qui est amusant, c'est qu'il avait demandé à David, donc, qui était parti chercher le pôle magnétique, de prendre en sa possession, lui, Shackleton, toutes les terres qui pourraient avoir une valeur minéralogique. Et parce qu'il était fasciné par les mines, etc. Bon, ça, c'était la fréquentation de Mawson, qui était son géologue, le géologue australien.
Et notamment, il avait acquis des parts importantes, dans une mine d'or en Roumanie, à la frontière roumaine et hongroise. Évidemment, qui a jamais marché. Enfin, aujourd'hui, ça fonctionne. J'ai regardé dans je ne sais plus comment ça s'appelle, Nagia, je ne sais pas trop quoi. Il y a des mines d'or aujourd'hui qui fonctionnent. Mais bon, donc c'était un précurseur, mais à l'époque, il n'en a pas tiré un sou. En tout cas, c'était un super succès. Et Shackleton avait une histoire extraordinaire à raconter. Le public s'enflammait en voyant le héros du moment en chair et en os, décrivant son odyssée sans emphase ni pathos, regardant chacun dans les yeux. En réalité, Shackleton regardait tout le monde et personne dans les théâtres et les salles de fête bondées, mais en bon communicant, il savait comment captiver le public partout où il allait, en Grande-Bretagne, en Amérique, en Scandinavie, ou à Saint-Pétersbourg, à la cour du tsar Nicolas II. À Berlin, il s'aventura à parler en allemand et en français à Paris, tout comme l'avait déjà fait Nansen avant lui, même si sa maîtrise de ces langues était très approximative. Mais qu'importe, il subjuguait le public bien mieux qu'il ne l'aurait fait avec un traducteur policé. Chaque fois qu'il le pouvait, il se faisait accompagner par un autre membre de l'expédition. Aucun héros n'était plus aimé que celui qui était prêt à partager avec ses compagnons sa part de triomphe. Alors ça, il y a un truc rigolo. Donc, c'était un fameux orateur. Il était capable vraiment de captiver les foules. Et il va faire une grande tournée en Allemagne. Parce qu'il est devenu copain avec un explorateur polaire qui s'appelle Fischner. Et donc il va tourner dans toute l'Allemagne. Et il va faire ses conférences en allemand, sans comprendre l'allemand. Il l'apprend par phonétique. Bon, après du courage là aussi. ou de l'inconscience, de lucidité. Ouais. Et bon, après 1 ou 2 ans, il s'est quand même mis un peu à l'allemand. Mais pour vous donner un peu le calibre de l'homme, à un moment, je crois que c'est un journaliste qui lui demande, mais si vous alliez en Chine, est-ce que vous parleriez chinois ? Et Shackleton ne se démonte pas, il dit, mais je parle chinois. Mais parce que c'était quelqu'un qui était absolument certain de ses capacités. C'est un type qui avait un ego énorme, qui avait un optimisme incroyable et une curiosité. Et ça, j'en parle dans mon bouquin sur le courage. Optimisme et curiosité, c'est quand même 2 alliages qui permettent de fondre le courage. Et donc après tout ça, il y a quand même eu une revanche de Scott. Ah bah oui, enfin une revanche. Une tentative de revanche. Oui. Tu en parles ? Non, c'est toi qui en parles. Non, on va aller vite parce qu'en Scott, fait c'est déjà... Oui, Scott, donc l'officier de la Royal Navy, évidemment avec son copain Markham, il va monter une expédition et ça va être la fameuse expédition Terra Nova. Et là on rigole plus, là on va aller sur le pôle Sud. D'autant plus que Shackleton, il y est allé à 100 000 et qu'il a découvert la route pour y monter. Donc, on ne va pas s'embêter. Sauf que Scott refait les mêmes erreurs. Il ne va pas prendre de chiens, ou plutôt, il va prendre des chiens, mais il ne sait pas les mener. Oui, pour eux, c'est des chiens de compagnie, en fait. Ils n'ont pas compris que ça ne les intéresse pas. Mais c'est des Anglais, ils voient des chiens, donc c'est des sympathiques. Ils ne savent pas, ils n'ont pas pris de musher. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise ? Bon, il les a un peu accumulés, et il va recommencer sur le même schéma. Et bon, on recommence au schéma, du coup... Alors, une des grosses bêtises qu'il a faites, donc il va faire les dépôts de nourriture. Donc jusque-là, ça marche. Mais il devait partir à 4 hommes. Et au dernier moment, il va dire non. Donc ils vont avancer à 5, 6, 7, 8. Et puis au moment où ils doivent se séparer et être plus que 4 et faire un run sur le pôle Sud, il va prendre un marin, parce qu'il estime que le gars est assez costaud, etc. Le problème des costauds, c'est que ça bouffe beaucoup. Et ils étaient 5, plus un gars. Et donc, ils sont allés au pôle Sud, effectivement. Et qu'est-ce qu'ils ont vu au pôle Sud ? Ils ont vu le drapeau norvégien. Parce qu'à Amundsen, il s'était... Allez, rappelez-vous la baie des baleines, là où normalement il y a le mur de glace, et ce jour-là, il est bien tombé. Il a débarqué ses chiens, et ils ont fait... une course sur le pôle Sud en, je sais plus, enfin c'est ridicule quoi. Ouais, très rapide. En moitié moins de temps que Scott. Ils ont planté leur drapeau norvégien, ils ont laissé une lettre. Alors c'est là qu'Amundsen il est un peu salaud, parce qu'il écrit une lettre pour le roi d'Angleterre. Merci de donner ça au roi d'Angleterre. C'est un truc
Absolument. Ou le roi de Norvège, je ne me rappelle plus, mais enfin bon, voilà, il dit à Scott, peux-tu poster ça s'il te plaît? Donc, l'autre, et retour aussi immédiat, sauf que Scott, c'était retour moins immédiat, parce que le gros balèze, il était gros balèze, mais bon, il a fini par mourir, les autres n'étaient pas mieux, ils avaient le scorbut, et en fait, donc ils vont être 3 à la fin, ils vont faire leur dernier camp à 10 000, donc à 18 km de ce qu'on appelle le One Ton Depot, donc le dépôt qui faisait 1 tonne de nourriture. Ils vont mourir là à 18 km. Et c'est ahurissant, enfin il faut lire l'histoire de Scott aussi, c'est passionnant. Il écrit une lettre à sa femme et à ses amis où il essaye de se justifier en disant mais on a quand même été héroïque. C'était toute une époque. Mais c'est l'autre versant de Shackleton. Enfin, lui, il sauve tout le temps tout le monde, Shackleton, et Scott, lui, c'est jusqu'au bout. On ne réfléchit pas trop. Bon, il est content, il a réussi. Oui, c'est sûr. C'est sûr que Shackleton était un homme à femme, mais aussi un homme à homme. Un homme, quoi. Ouais, mais je pense qu'il aimait les hommes. Oui, aussi. Alors, ça, c'est encore un autre truc. Non, enfin, il aimait... Non, je ne parle pas dans ce sens-là. Mais il aimait son équipage sincèrement. Oui. Il avait beaucoup d'humanité. Ceci dit, il a quand même fait des crasses. Il a fait quand même 2-3 crasses, on en parlera éventuellement. Si on a le temps. Et non, mais on n'a pas beaucoup de temps parce qu'en fait, après, on parle très peu. Donc, il remonte une expédition, celle de l'Endurance, qui est bien connue, que tout le monde connaît. Très connue. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très rapidement, l'Endurance, donc, Amundsen a conquis le pôle Sud, donc c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Et là, il va reprendre une vieille idée de Fischner. Il va dire, mais moi, je vais faire comme Mike Horn, sauf qu'il ne connaissait pas Mike Horn. C'est Mike Horn qui fait comme lui plutôt. Je vais traverser le continent Atlantique, Antarctique, de la mer de Weddell à la mer de Ross. Donc, ça fait à peu près un peu plus de 3000 km. Et là, c'est encore plus casse-gueule, parce que vous imaginez, il va partir avec une équipe, faire des dépôts, mais il va demander aussi à une autre équipe en face de poser des dépôts. Il faut être sûr qu'ils soient là, les dépôts. S'il n'y a pas de dépôt, ils sont tous morts. Mais il va quand même y aller. Et puis avec son bateau, donc c'est le Terra Nova, Endurance, excusez-moi, il est tard. Ils vont arriver à portée du continent antarctique. Ils sont là à vue, c'est à 20 km. Les côtes sont à 20 km et boum, son bateau se fait prendre par les glaces. Mais tout le monde connaît ces photos du bateau brisé par les glaces. Et puis il va dériver vers le nord, il va dériver pendant près d'1 an. C'est énorme, parce qu'ils vont hiverner, etc. À la fin, on pourrait croire que en fait, les glaces sont plus terribles pendant l'hiver, pas du tout. C'est à la débâcle que le navire va se faire fracasser par les glaces. Et là, ils sont obligés d'abandonner leur navire, qui a déjà fait quand même les 2 tiers du chemin, largement. Et ils vont partir avec leurs traîneaux et leurs canots. Alors attention, c'est des canots de 7-8 mètres de long, c'est pas des petits canots, c'est pas des Zodiacs. Et ils vont tenter de rejoindre la Terre. Évidemment, ça ne marche pas, parce que c'est vachement lourd, ces trucs-là. Et d'ailleurs, il y a le début d'une mutinerie. Il y a le fameux charpentier Harry McNish qui dit moi, je ne suis pas payé pour tirer les bateaux. Et en fait, finalement, ils vont rester sur place et ils vont attendre que la dérive les amène à la limite des glaces. Ce qui va se passer au mois de mars, je crois, 1900... Je suis un peu perdu avec les dates, mais tu vas nous dire. C'est avant la guerre, de toute façon. 1917. Et là, ils vont finalement mettre les bateaux à l'eau. Ils vont naviguer pendant 5 jours pour arriver jusqu'à l'île de l'Éléphant, qui est une côte pourrie. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment pas, c'est pas les Bahamas. Et là, Shackleton va faire équiper un canot, le fameux James Bird. Il va laisser 22 hommes sur la plage et il va naviguer pendant 15 jours. C'est ça en fait, tu peux lire un passage. Pour rejoindre les Shetland du Nord. Jusqu'alors, les hommes s'étaient contentés de vivre jour le jour. Georgie, merci. Shackleton avait tout fait pour ne pas évoquer l'avenir, afin d'éviter de constater qu'il n'en avait pas. Abandonner tout espoir de sauvetage se serait sûrement traduit par un profond accablement, la folie et la faim. Il fallait agir. Il devait agir. Voilà quelque temps qu'il y pensait, mais maintenant il se sentait prêt.
Il prendrait la mer avec quelques compagnons pour rejoindre une terre habitée, d'où il pourrait alerter et envoyer des secours. Le port le plus proche était Port Stanley, dans l'archipel des Falklands, à un peu plus de 500 miles nautiques. Mais même le plus gros canot ne pourrait pas affronter les vents contraires du nord-ouest. La seule solution consistait à rallier leur point de départ, la Géorgie du Sud, située à 740 miles nautiques, mais avec des vents et des courants moins défavorables. Il ne fallait pas tarder car la mer allait bientôt se refermer. L'entreprise pouvait sembler désespérée, mais Shackleton se disait que s'il échouait, les hommes restés sur l'île auraient moins de bouches à nourrir avec leurs maigres provisions, surtout maintenant que les phoques avaient disparu. Alors ça, c'est une traversée incroyable, parce que là, on est dans les 40e, les 50e, les 60e, hurlant, rugissant, tout ce que vous voulez. Donc c'est assez ahurissant. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire, c'est que donc il laisse sur l'île de l'éléphant, il laisse son second, qui s'appelle Frank Wild, et il lui a interdit de faire des réserves de phoques. Et pourquoi ? Parce qu'il dit, il ne faut pas désespérer les hommes. Si tu fais des réserves, ça veut dire qu'on va passer l'hiver. Donc ne fais pas de réserve. Alors là, on peut se questionner la lucidité. Parce qu'en fait, ils vont passer l'hiver. Et ils vont passer à deux doigts de crever de faim, quoi. Et ça a été un gros débat. Et il y a aussi un de ces officiers qui s'appelle Orderly, qui lui était très lucide et qui n'arrêtait pas de se friter avec Frank Wild en disant « Mais non, mais il faut préparer l'hiver, il faut faire des provisions, il faut faire des précautions. » Il disait « Non, le chef, Shackleton a dit qu'il fallait pas. » Et Shackleton donc arrive sur la côte sud de la Géorgie du Sud, qui est une côte inhospitalière sans aucun port. Et le problème, c'est que son canot est trop mal en point pour faire le tour de l'île. Et donc, ils vont traverser l'île à pied. Donc, ils vont être 3, je crois. Il y a Crean, Worsley, etc. Et ça, ils ne sont pas du tout alpinistes. Il y a des glaciers, il y a des crevasses, il y a de la dénivelée, enfin bref. Et en plus, ils sont crevés, ils n'ont rien à bouffer. Et en guise de crampons, ils prennent les vis de leur canot et ils vissent ça sur leur godasse. Ça fait des crampons. Finalement, ils arrivent à la station baleinière. Et là, pendant, je ne sais plus combien de fois, mais 2-3 mois, Shackleton va essayer d'affréter un navire pour rejoindre l'île d'Éléphant, pour récupérer ses gars. Ça dure 4 mois au total. Finalement, il va y arriver. Et il va rentrer en Angleterre dans l'indifférence totale. Il a sauvé tout le monde quand même. Ouais. Alors, on va en parler. Dans l'indifférence totale, pourquoi ? Tout simplement, c'est la guerre. Et en fait, une partie de son équipage va mourir à la guerre. Et c'est ballot, comme dirait... tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Un hiver plus là-bas. Ils passaient, alors je sais pas s'ils en seraient ressortis ils avaient plus, je pense. Bien en forme, parce qu'ils étaient quand même bien diminués. Voilà, donc ça c'est l'endurance. Et après, je sais pas qu'est-ce qu'il est. Après, il est un peu déphasé là. Il est très amer parce que il a fait des choses extraordinaires et puis il est oublié. Puis il n'y en a plus que pour Scott, son meilleur ennemi. Tout le monde parle de Scott. Alors pourquoi ? Alors, il y a des psychologues qui ont travaillé là-dessus parce qu'il était mort. Et puis les héros morts dans la Première Guerre mondiale, il fallait quand même mettre les projecteurs sur eux. Ouais. Et donc il y a eu, je ne sais plus combien, je crois qu'il y a eu 60 statues de Scott. Il y a une seule statue de Shackleton à cette époque-là, quoi. Donc il était très amer. Il a essayé de reprendre du service à la fin de la guerre, mais bon, la Royal Navy ne voulait pas vraiment, parce que bon, il faut dire qu'il était un peu alcoolique. Mais il est mort jeune quand même. 47 ans. Il n'était pas très en forme. Il avait des problèmes cardiaques, mais parce qu'il bouffait comme un ogre et qu'il buvait comme, je sais pas, comme un trou. Ouais. Donc la Royal Navy n'était pas très fan. Donc il l'a envoyé à Mourmansk pour s'occuper de logistique avec les Russes. En fait, les Russes, comme il y avait la Révolution, ça s'est vite terminé. Il est rentré en Angleterre, la queue basse. Il avait sa femme, 3 enfants, sa maîtresse ou ses maîtresses. Et il a réussi quand même à convaincre un industriel de financer une dernière expédition. Il ne savait pas ce qu'il allait faire, à vrai dire, mais il fallait qu'il fuit, en fait. C'était une fuite.
faut quand même bien les le dire. Les grands espaces l'appelaient. Les grands espaces, il ne pouvait pas rester en Angleterre, où tout le monde l'avait oublié, il fuit. Et puis il mort en Géorgie du Sud, là où il était arrivé. Et du coup, il est enterré là-bas. Alors, j'allais dire c'est marrant. Non, c'est pas marrant. Donc, du coup, son second reprend le bateau et met le cap sur Montevideo. Il y arrive avec le corps de Shackleton et il reçoit un télégramme de la femme de Shackleton, Emily, qui est une personne admirable et qui dit: écoutez, moi je pense que mon mari n'aurait pas voulu être enterré en Angleterre, il aurait aimé être enterré soit dans le continent antarctique, alors ça c'est difficile parce que le sol est gelé, donc en Géorgie du Sud. Et donc son tombeau est en Géorgie du Sud. Et ce qui est touchant, et ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est que Frank Wilde, son second, qui a eu une vie difficile après, pareil, enfin il est parti en Nouvelle-Zélande, il est mort en Nouvelle-Zélande, il a été enterré en Nouvelle-Zélande, mais dans ses mémoires, il avait dit: j'aimerais être enterré à côté de Shackleton. Et récemment, il y a quelques années, il y a des volontaires, etc., qui ont pris ses cendres et qui sont allés les déposer auprès du tombeau de Shackleton. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un personnage avec énormément de défauts, mais c'est un personnage attachant, quoi. Ouais. Moi, je pense pas que ce soit un modèle de leadership. Je pense qu'il y a quand même des choses à apprendre. On revient au courage sur les quatre dimensions. Lucidité, non, il n'était pas lucide, il était aveuglé par son ego, ça c'est une évidence. Il n'était pas lucide du tout. L'élan, oui, il avait énormément d'élan, il avait une énergie incroyable. La persévérance, oui, quand il tenait quelque chose, il ne le lâchait jamais. Et le noble objectif, à la fin, oui, parce qu'il a toujours été fier de n'avoir jamais perdu. Alors la précision est importante. Aucun homme sous ses ordres directs. Parce qu'il faut savoir que l'Aurora, qui devait amener la nourriture à partir de la mer de Ross pendant son expédition, il y a quand même eu 3 morts. Mais ce n'était pas sous sa responsabilité directe. Voilà. Eh bien oui, un beau personnage. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là, on a fait le tour très rapidement. Ouais. Il a fait combien d'expéditions au total? Alors, Discovery, Nimrod, Transantarctique et la dernière. 4. Qu'il n'a pas le temps de finir. Ouais, qu'il a commencé et qu'il n'a jamais fini. C'est pas mal quand même. Il faut savoir que chaque expédition, c'était 2-3 ans quand même. Tu vois, c'était pas comme faire l'aiguille du Midi aujourd'hui, quoi. Non. Partir en avion en Himalaya et revenir en avion. Et vous disiez tout à l'heure qu'il avait été oublié par ses pairs à cette époque. Quand est-ce qu'il a été réhabilité? Assez tard. Après la Deuxième Guerre mondiale, assez tard. Il y a un livre qui a été écrit par une chercheuse américaine qui, je ne l'ai pas amené, mais qui compare les deux destins médiatiques de Scott et Shackleton. Et de voir, parce que maintenant Scott n'est plus du tout à la mode. Aujourd'hui, plus personne ne se réclame de Scott. Tout le monde parle de Shackleton. Il faut dire qu'il a laissé aussi des archives incroyables, qui sont des archives visuelles, des photos superbes et un film. Un film qui est incroyable et où on les voit attendre dans la banquise, attendre... Il construisait sa légende. Il faut savoir que quand l'Endurance s'est écrasée, il a autorisé uniquement à ses hommes de prendre 1 kilo. Pas beaucoup, hein. Et lui-même, il avait une Bible qui avait été signée de la femme de Édouard VII. Et en fait, il a pris juste la page de dédicace. Il a laissé la Bible. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il a tué tous ses chiens et surtout, il a tué la chatte du charpentier. C'est pour ça qu'ils étaient un peu en colère. Et pour ça que le charpentier ne pouvait pas le voir. Il y a un petit bonhomme là qui me demande. Pourquoi quoi? Il n'en pouvait plus. Eh ben, écoute, parce que c'est fatigant. Tu sais, ils utilisaient pas les chiens. Les chevaux, ils étaient tous morts, ils étaient passés dans les crevasses ou... Petite histoire, les chevaux, ils débarquent sur la plage et ces imbéciles de chevaux qui n'avaient pas eu de sel pendant 1 ou 2 semaines, ils lèchent le sel du sable. Ce faisant, ils ingurgitent du sable et il y en a 3 ou 4 qui meurent. Donc il s'est retrouvé très vite à court de cheval.
les chiens, ils savaient pas les mener. Et donc, en fait, le ski, ils ne savaient pas skier. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Et du coup, en fait, ils portaient eux-mêmes. Les chevaux. Alors, ils auraient pu. Ils en étaient capables. Ils auraient pu. Ils avaient des traîneaux. Aujourd'hui, on dirait des poulkas, sauf que c'est des traîneaux avec des patins en bois. Et ils traînaient ça avec leur propre force. Donc, tu imagines. C'était épuisant. Par moins 37 degrés. Enfin, ils n'avaient pas de Gore-Tex. Alors, petite histoire. Moi, je suis allé voir dans leur pharmacie, ça c'est des recherches personnelles, la pharmacie de Scott et de Shackleton, c'est incroyable ce qu'il y a dedans. Hein. Vous avez évidemment de la morphine, ça c'est normal, vous avez de la cocaïne, vous avez des pilules qui s'appelaient Forced March. Forced March, alors c'était du piment rouge, je crois qu'il y avait de la cocaïne et un peu de cannabis, enfin bon, c'était un truc comme ça. Donc, et puis voilà. Et puis l'alcool ne manquait pas. Hein. Parce qu'à l'époque, on croyait que l'alcool, ça réchauffait. Donc c'est pour ça qu'ils étaient fatigués. Mais quelques questions sur, justement, tout d'abord, merci Gérard, Lorraine, de nous avoir fait revivre tout ça. L'expédition de Franklin. La Franklin, tout le monde est mort. Oui. On savait parfaitement que tout le monde était mort et je pense que on les a jamais retrouvés. Voilà. Mais vous n'avez pas l'impression qu'ils n'ont rien appris, Scott et compagnie, n'ont rien appris des erreurs des autres, parce qu'il y avait les poneys, et eux, ils ont amené les poneys. Non, alors... Accumuler les bêtises, comme vous l'avez dit. Le Terror et les Rébus, bon, on le sait maintenant, parce qu'on a trouvé les navires, on sait ce qu'ils sont devenus, donc il y a toute une littérature là-dessus. Ils sont essentiellement morts parce que les bateaux ont été immobilisés. Parce qu'il y a très peu de tirants d'eau hein, dans ce passage du nord-ouest. Et donc, c'est possible qu'ils aient touché, qu'ils étaient pris par la glace. Et en fait, ils ont abandonné leur bateau. Et ils ont sans doute été... Sir Franklin, en tout cas, est mort parmi les premiers. Et ils sont sans doute morts de botulisme, de scorbut et de faim. Tout bêtement. Enfin, tout bêtement. Non, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à apprendre de cet échec. Par contre, il y avait énormément à apprendre de Fridtjof Nansen. Ouais. Qui, 10 ans auparavant, avait traversé le Groenland, ou même 15 ans auparavant, avait fait une tentative pour aller sur le pôle Nord, en quittant son bateau et en revenant un périple incroyable, uniquement avec des chiens. Et en plus... Ils sont allés le voir. Hein, et en plus, ils sont allés le voir. Ils sont allés le voir en Norvège. Ouais, ils sont allés le voir. Et Fridtjof Nansen leur a dit, apprenez à faire du ski, et prenez des chiens, mais ils n'ont pas écouté. Ils ont pris des skis, ils ont pris des chiens, mais ils n'ont pas appris. Mais pourquoi? Ça se comprend, parce que ce sont des Britanniques. Et un Britannique n'a rien à apprendre d'un Norvégien, d'un homme des bois. Et si vous allez au musée à Tromsø, justement, il présente l'expédition Franklin comme un exemple d'arrogance britannique. Mais ça, c'est pas neuf. Hein. Bon, c'est à Tromsø, donc c'est... Non, mais d'autres choses, est-ce que vous parlez de Tom Crean dans votre... Oui, il est mentionné, mais on n'en parle pas plus que ça. C'est un de ceux qui étaient sur le James Byrd. Donc sur le James Byrd, il y avait Vincent, McNish, il y avait Vincent qui avait des difficultés psychologiques, c'est pour ça que Shackleton l'a pris. Vous aviez McNish qui était le charpentier, Worsley le navigateur, McCrean, et il m'en manque toujours un ou deux. Bon, mais... Une dernière question parce qu'il est tard. Oui, parce que puis je pense qu'on a marre d'être assis sur... Allez, c'est pour toi. Mais pourquoi il a laissé 22 personnes sur l'éléphant? Parce qu'ils avaient que des canaux pourris. Il n'y avait plus de bateaux. Des petits canaux de 6 mètres de long, je ne sais pas si tu vois. Et il fallait... Personne ne passait là. Donc s'ils étaient restés sur l'île des éléphants, ils mouraient tous. S'ils partaient vers l'île de la Géorgie, à 3 bateaux, ça n'aurait jamais marché. Il y en aurait sans doute 2 qui auraient coulé, au minimum, voire 3. Et en fait, à partir des 3 bateaux, ils en ont reconstruit un qui était à peu près solide. Par exemple, ils ont utilisé le mât d'un canot pour renforcer la quille, etc., etc. Donc, il n'y avait pas d'autre choix. Pas d'autre choix. Pas facile, hein? Ouais. Ben voilà, c'était la dernière question. Merci beaucoup.